Bonjour tout le monde, bienvenue. Aujourd'hui nous sommes dans l'Oise normande. Alors l'Oise normande, qu'est-ce que c'est? C'est un petit bout de Normandie qui a trouvé refuge dans l'Oise. Ici les richesses sont les vaches, les exploitations agricoles, la culture, du lin et les belles maisons à colombage. Et pour que vous puissiez nous situer sur la carte, on a cherché une grande ville. Il n'y en a pas. On n'a pas trouvé. Oui, parce qu'ici c'est la campagne, la vraie. Et comme diraient des grands philosophes du XXIe siècle, Trio, c'est l'hymne de nos campagnes, de nos rivières, de nos montagnes. Allez, sommaire. Je vous invite à Gerberoy, un village digne de la palette d'un peintre. Nous mettrons ensuite le cap vers Saint-Sanson-la-Poterie et ses carrelages à l'ancienne. Et puis c'est Daniel, oh Daniel, une passionnée de peinture qui nous accueillera dans son grenier. Michel Méline nous dira tout du monde merveilleux des petites bêtes. Je lancerai au rythme du rock'n'roll avec Shérif et je partirai en balade sur la bécane de Thierry, le fou de Solex. Avant d'être un beau village paisible, Gerberoy fut une forteresse redoutable. Aujourd'hui, le village recèle bien des trésors, ses maisons en torchis, ses jardins, son histoire singulière, son camini. Oui, je fais partie du patrimoine. Bonjour monsieur, monsieur Alain Bahuchet. Enchanté, je suis désolé, je ne me découvre pas. Comment il s'appelle le cheval? Il s'appelle L'Oréal. Si vous le permettez, L'Oréal, je vais faire un petit tour dans la voiture. Ça veut dire oui, je pense. Ça veut dire oui. D'accord. Nous commençons notre périple par Gerberoy, une cité médiévale exceptionnelle. Le village est classé plus beau village de France, un titre rare dans les Hauts-de-France parce que seulement 2 communes figurent dans le classement. Cet héritage, il le doit à une histoire singulière, une histoire d'amour, un coup de foudre qui a eu lieu en 1901 entre un peintre parisien, Henri Le Sidaner, et ce village. Aujourd'hui, on continue à visiter les jardins du peintre comme des tableaux vivants, mais pour l'instant, un petit tour dans le village. L'Oréal, marché. Juste devant nous, la maison du peintre Henri Le Sidaner. Alors Alain, Gerberoy, mais c'est magnifique Gerberoy. En fait, c'est comme une histoire d'amour. On découvre petit à petit tous les secrets, tous les recoins, tous les petits détails de ce village qui est véritablement un joyau. Alors la commune, elle vit un petit peu de tourisme et puis toutes ces richesses que l'on a autour d'ici, puisque n'oublions pas que dans l'Oise normande, on produit énormément de choses qui peuvent être surprenantes. Alors évidemment le cidre, les gens veulent toujours que le cidre soit normand ou soit breton. En fait, le cidre est picard et c'est nous qui avons montré aux autres comment en faire. C'est une région qu'il faut découvrir petit à petit et qui est très attachante. Roux, chromé, cheval, teinté, cocher, cocher, sari, cocher, calèche. C'était le rap de la calèche, ici, à Gerberoy. Merci Alain. Merci beaucoup, merci. Bonjour Dominique. Bonjour Camini. Dominique Le Sidaner. Ravi de vous accueillir à Gerberoy. Vous me suivez? Henri Le Sidaner fut l'une des grandes figures de la peinture intimiste avant de tomber un peu dans l'oubli après la Seconde Guerre mondiale. Aujourd'hui, c'est sa petite fille Dominique Le Sidaner qui se bat pour que son aïeul soit connu et reconnu, et fasse le buzz sur Internet, et explose le nombre de vues sur YouTube. Nous voilà dans la roseraie. Progressivement, le peintre Henri Le Sidaner a acheté des parcelles à la commune. Et donc ici, il a créé la roseraie avec le temple de l'amour. Et puis progressivement, il a ramené d'Italie, puisque le jardin est surtout d'inspiration italienne, des éléments comme la vasque. Vous êtes ému quand vous êtes ici, ça vous aspire quoi? Je me ressource. C'est pas mélancolique en plus ce jardin. Il y a une belle énergie. On a l'impression d'être au siècle dernier, de voir arriver le peintre et sa palette. Ici, c'est l'atelier du peintre. Ici, vous avez la copie de la première toile qu'il a peinte de la cour. Et comment s'est passée donc la rencontre entre Henri Le Sidaner et le village? Alors, à l'exposition universelle en 1900, il fait la connaissance d'Auguste Rodin et lui confie son souhait d'acheter une maison de campagne. Et Rodin lui conseille la Picardie, et là il tombe absolument fou amoureux de cette petite ville complètement endormie. Et par conséquent, il a beaucoup peint ce village, ça l'a beaucoup inspiré dans ses œuvres. Il a peint de face et de profil toutes les maisons de Gerberoy. Ensuite, il a demandé à chaque gerboréen de planter 2 rosiers devant sa porte. À partir du moment où il a acheté cette maison, il est entré dans le mouvement intimiste, abandonnant complètement toute figure humaine sur les tableaux. On peut dire quelque part qu'il a créé ce jardin pour l'utiliser dans ses œuvres.
Oui, absolument. Il a créé 3 jardins monochromes pour son inspiration. Je pense qu'il doit être très heureux de voir autant de visiteurs apprécier ces jardins. Merci beaucoup, hein, merci, merci Dominique de de m'avoir reçu même dans l'atelier, tout ça. Merci beaucoup. Nouveau style, c'est le style gerberois. C'est un pari un peu fou que se sont lancés 2 frères il y a 9 ans. Faire revivre une entreprise de carrelage du 19e siècle. Le tout en utilisant les procédés de fabrication traditionnels. Par conséquent, c'est en même temps une usine et un musée. C'est une musine. Et où se trouve cette musine? Dans un village qui porte bien son nom, Sasançon-la-Poterie. En attendant, moi j'ai de la route, faut que je me trouve un vélo. Cap sur Sasançon-la-Poterie, qui au 19e siècle comptait une vingtaine de potiers. Situé sur une veine d'argile du pays de Bray, ce hameau a longtemps tiré profit de cette ressource. Aujourd'hui, Guillaume et Thomas ressuscitent cette mémoire, cet esprit de l'argile, le fantôme de la poterie. Ouh, ça fait peur. Bonjour et bienvenue au carrelage de Saint-Sanson. Frère. On avait chacun notre vie. Lui était collaborateur d'architecte. Moi, je terminais mes études en droit des affaires au Pays de Galles. Et puis, on est revenu pour les vacances, etc. On a visité l'entreprise. On a eu un coup de cœur. On est tombé complètement sous le charme, en fait, des bâtiments dans un premier temps, parce qu'on est des passionnés d'architecture à l'origine. Et ensuite du savoir-faire, parce qu'on a découvert un savoir-faire qui était présent dans ces lieux. Et c'est une aventure, voilà. Et pour reprendre ce type d'entreprise aujourd'hui, il faut un peu d'argent, mais ça peut se trouver. Il faut un peu de courage et un peu d'inconscience. Voilà, ça c'est important. Il faut un brin de folie parce que l'entrepreneuriat c'est comme ça. Il faut être un peu fou parce qu'on fait effectivement, on n'a pas la même vie que tout le monde. On ne compte pas nos heures. On vit en fait avec notre métier. Ça, c'est une presse à balancier, une presse d'époque. On fait encore 10% de nos productions à peu près avec. Production 100% manuelle. On prend une galette d'argile qu'on a coupée dans le pain, qu'on a fabriqué auparavant. Et on va actionner la presse, tout simplement, pour comprimer la matière. On éjecte et on obtient un carreau à la forme souhaitée. Ici, c'est carré, mais on pourrait avoir un moule hexagonal, etc. Ensuite, on va le mettre dans les séchoirs. Notre chance ici, c'est que l'entreprise n'a pas évolué depuis 200 ans. Voilà. Et là où beaucoup d'artisans ou d'industriels ont en fait modifié leurs techniques de fabrication pour les mécaniser, les industrialiser, pour des questions de productivité, ce qui est tout à fait logique, ici ça n'a jamais été fait. Et c'est notre chance en fait aujourd'hui, parce qu'effectivement on est parmi les seuls à détenir ce savoir-faire de mouler les carreaux pièce par pièce pour l'intégralité de nos productions. Nous, c'est notre technologie, on fait de l'archéologie moderne, c'est notre truc, et on a envie de maintenir ça, et ça a sa place. Encore aujourd'hui, c'est bien ancré, et la preuve, nos clients viennent de partout, de France entière, Europe et internationale, on a expédié jusqu'au Japon. On regarde souvent les monuments tels que les châteaux, les manoirs, les monuments de guerre, et on pense peu au patrimoine industriel. Voilà, on n'est pas dans un hangar avec 3 poutres et 4 tôles. On est vraiment dans une volonté de construire un bâtiment industriel de production beau. Quand on partait de bon matin, quand on partait sur les chemins, à bicyclette, il y avait Snoop Dogg, Eminem, Matt Pokora, Christophe Willem, mais bon, il y avait surtout Daniel, mais oui, Daniel. Mais oui, bon, j'avoue, j'ai trafiqué un peu la chanson parce que je vais à la rencontre de Daniel. Daniel, une peintre exceptionnelle, âgée de 80 printemps. Je ne peux arriver les mains vides, on va lui offrir quelques fleurs. Elle a commencé d'abord sa formation à Paris, dans la sculpture, puis la céramique. Et un jour, elle a rencontré la peinture. Bonjour, moi c'est la peinture. Et Daniel a dit, oh mon Dieu, la peinture! Depuis 30 ans, Daniel vit à Feilly-les-Étangs. Et d'ailleurs, comme dit la chanson, Feilly, I'm gonna live forever. Où Daniel a accepté de nous ouvrir ses portes. Bonjour Daniel. Bonjour, Voilà. Carmini. Je vous offre ce présent. C'est beau. Carmine. Comment allez-vous? Mais c'est pour vous. Parfait. Oh, merci. C'est pour... Oh mais alors du coup... Ah, mais tu vois,
Voilà quelques peintures, là, je les ai sorties pour que tu C'est vois un peu. c'est pour moi alors. Je vous offre les fleurs, vous m'offrez les peintures. Là, c'est le grenier, c'est le QG, c'est le musée en fait, un peu. C'est le là où musée de on Daniel. range oui, c'est là où on entrepose les toiles, mais c'est le problème des artistes, c'est que les œuvres, on en produit, on n'a jamais la place dans la maison pour savoir où les ranger. Alors moi, je voudrais savoir l'histoire un peu des tableaux. Par exemple, celui-là, il est récent, il est ancien. Bah, C'est quoi son histoire? En principe, tu vois, je mets la date. Alors, ici, il n'y a pas une date, là. Si, Quelle date? un 999, comme on dit chez les jeunes. Voilà, 1999. Donc, c'est l'époque de la guerre au Kosovo, donc ça me tourmente toujours, ces éléments comme ça. D'accord. Je suis interpellé par tous les tableaux que je vois, là. Il y en a plein, il y en a encore un ici, là. Alors, Ben, je le prends au hasard. Hein. tu veux qu'on range le Pakistan? Vous êtes quand même autodidacte pour la peinture. Eh ben oui, à force de travailler, t'as pas le temps d'être autodidacte puisque de l'âge de 19 ans, c'était la sculpture, le modelage, l'anatomie avec les modèles vivants dans les ateliers apparus. Bon, alors, et là, on dirait carrément des c'est des papyrus, là. C'est des papyrus de l'Égypte antique ou alors c'est... Ça, c'est des toiles que j'ai enlevées des châssis. Oh, ça, c'est une horreur, ça. Qu'est-ce que C'est une c'est horreur, que ça? je la montre pas, je la cache. Oui, vas-y. Je la cache, je cache, elle aime pas, Rien elle aime que pas. les couleurs, elles me plaisent pas. Fais Elle aime voir. pas. Je sais même plus ce que c'est. Mais On c'est pas moi. parce qu'elle aime pas. C'est une horreur vivante. C'est ça. une horreur vivante, on vous la montre pas, du coup. Allez hop, au galet, machine. Ah bah voilà, enfin l'atelier. Donc là, c'est l'atelier, c'est là qu'il y a tous vos petits secrets. Je sais pas si j'ai des petits secrets, mais Bah, ce si. sont surtout. Alors regardez déjà cette cuillère percée, déjà à quoi elle sert et... Eh ben, une petite cuillère comme ça, elle te permet d'économiser la peinture que tu as préparée. Et quand tu as préparé un peu de pâte, si tu sais que tu ne vas pas t'en servir tout de suite, tu la mets dans ta cuillère et tu mets un plastique. Et pourquoi vous peignez encore aujourd'hui Eh ben, quand vous êtes devant votre peinture, devant une toile, vous recevez l'univers des autres et le vôtre, tout ça, ça se mélange. Vous êtes guidé par un tas de choses un peu, alors des pensées, des visions, de l'instinct, c'est tout des ce qui émotions, se ressent. C'est tout ce qui se ressent à un moment précis de concentration et dans un abandon et dans une confiance dans votre main et dans votre regard. Vous aviez dit sur Facebook, donc vous êtes connecté sur un... Je mets beaucoup de choses sur Facebook parce que c'est très facile. Et puis alors, vous connaissez que des artistes comme vous, puisqu'à la longue, vous regardez ce que fait un tel et un tel. Donc il y a tout un réseau qui vous permet de voir aussi l'imaginaire des autres. Donc vous pouvez retrouver Danielle Griolet sur Facebook, hein, si vous voulez voir ses œuvres, et lui parler. Des fois elle répond quand même. Hein, vous répondez, Je réponds jamais. Elle répond jamais. Ah non, 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 oh non, pas le temps. Bon allez Danielle, Snapchat, je vais vous expliquer un peu comment ça fonctionne. Alors Snapchat, vous savez, c'est une application qu'on trouve sur les téléphones, mais aussi sur l'ordinateur. Et maintenant, vous allez aller à la rencontre de Michel Méline à Buicourt. Il consacre sa vie à réconcilier l'homme et la nature. Oui, parce que Michel compte sur les enfants pour sauver notre belle planète. Sa spécialité à lui, ce sont les moucherons, les abeilles, les criquets. Vous l'avez compris, Michel aime les petites bestioles qui sautent, qui rampent et qui piquent. Rencontre avec un mec atypique, mais sans moi du coup les gars. Ah, moi les insectes et tout, je suis vraiment désolé. Il y a des limites quand même. Chez Michel, à Buicourt, les enfants et les insectes sont les deux espèces les plus représentées. Michel, lui, joue le rôle de l'entremetteur. Bienvenue au gîte du Paty. Tu l'enfonces là-bas, puis tu vas le secouer. Très très bien. Ouais. Vous voyez que c'est tout petit. Là, regarde. Mets-la dans la boîte loupe, comme ça on pourra regarder. Tiens, prends la boîte. Moi j'aime bien les appeler petites bêtes. Parce que bon, les insectes déjà, il n'y a pas que des insectes, hein, loin s'en faut. Et plutôt que de dire après invertébrés, ça fait un petit peu barbare, j'aime bien dire petites bêtes. Les enfants très souvent en ont peur. Parce qu'on connaît que quelques spécimens, les moustiques, les guêpes, qui nous embêtent l'été.
Alors qu'en fait, il y en a des millions d'autres qui font un travail formidable. On n'avait pas vu celui-là encore. Donc on voit bien là le trou par lequel la bébête elle est sortie. Ça me semble primordial de leur transmettre l'intérêt de la nature, parce que très souvent, c'est par méconnaissance si on l'abîme. C'est bon pour tout le monde? Tout le monde est prêt? Oui. Eh bien, on est parti. L'endroit, quand on a visité la première fois, on est tout de suite tombé amoureux, ma femme et moi, parce que il y a des mares naturelles, il y a des haies bocagères, il y a la forêt juste à côté. Donc vraiment, ça nous a semblé évident de faire des animations nature. On ne vient pas en vacances ici pour les châteaux ou pour la mer, bien sûr que non, etc. Donc notre force, c'est les paysages. Donc il faut absolument les préserver. Donc le géranium bec de grue, vous voyez, là, comme la grue l'oiseau, oui. C'est aussi un moyen de la reconnaître. Alors ça ne sent pas forcément très bon, hein. Après on aime ou on n'aime pas. Hein. Et donc c'est une plante hémostatique, hein, c'est-à-dire que ça peut arrêter le sang si vous êtes en balade et que vous avez du sang qui coule, que ça ne s'arrête plus. Hop, vous en faites une petite poignée, vous mettez sur la plaie, sur la blessure. C'est vraiment notre manière de travailler, c'est de montrer des choses locales, simple, banal entre guillemets, c'est-à-dire qu'on trouve, qu'on voit tous les jours, qu'on marche dessus pour les plantes tous les jours, sans prêter attention. Et c'est pareil, une fois qu'on sait, ah bah tiens, celle-là elle se mange, celle-là elle peut avoir telle action sur les piqûres d'insectes, celle-là elle peut se soigner, arrêter le sang, bah on les regarde autrement et on les appelle plus des mauvaises herbes. Quand on regarde un trou d'eau comme celui-là, ça n'évoque rien. Quand on va à l'intérieur et qu'on voit toutes ces larves de libellules, ces tritons, ces neppes, notonectes, les enfants sont admiratifs. Vous voyez tout ce qui bouge? Avant d'aller regarder les pandas, les tigres et les léopards, intéressons-nous aux tritons crêtés, puisque c'est chez nous, c'est important de savoir où on vit. Le groupe Shérif a pris racine dans une terre argileuse. C'est ici que les deux membres fondateurs, Raphaël et Thomas, se sont rencontrés. Ici aussi qu'est née l'idée d'une ligne mélodique croisant solitude urbaine et grands espaces américains. Vous connaissez forcément cet endroit, hein? Nous sommes de retour au carrelage de Saint-Sanson. D'ailleurs, est-ce que vous connaissez la danse du carrelage? Hey! Thomas, le jeune propriétaire des lieux, est aussi batteur dans un groupe de rock dénommé Shérif. Alors, rock alternatif, desert rock ou rock indé, dans tous les cas, c'est rock and roll! Well, there's nothing that can hold me. Sur le coup de l'émotion, là, la chanson, la musique, la voix. Merci beaucoup. Alors, déjà, pour commencer, première question, Raphaël, d'où vient cette voix, ce coffre? Cette voix, écoute... Tu veux dire cette voix, t'inquiète, on est dans les Hauts-de-France. Les gens comprennent, cette voix... moi, j'ai une formation très académique, en fait. Moi, je viens du lyrique au départ, donc le monde de l'opéra, j'ai fait mes études là-dedans. Et en sortant juste du conservatoire à New York, je suis allé faire du rock'n'roll. Là, vous avez été trop vite. Conservatoire à New York, d'entrée de jeu. Bonjour New York, c'est moi, c'est Raphaël. Je peux rentrer dans le conservatoire? Comment ça s'est passé pour aller Alors, j'ai eu un prix de conservatoire à Paris. Ah d'accord, et puis ensuite, je suis parti à New York pour faire du perfectionnement en opéra. Et donc, j'ai passé des auditions à New York. Je suis entré dans une école.
Et en sortant de l'école, j'ai eu envie d'aller faire autre chose, et donc d'écrire mes chansons et de les chanter. Mais il manque une petite anecdote. Vous étiez rentré là-bas en tant que baryton, et après vous êtes devenu ténor. Absolument. Alors pour ceux qui ne connaissent pas, c'est comme si tu arrives, tu n'as pas de pied, et après tu es footballeur professionnel. C'est un truc de fou. Donc, comment ça s'est passé? C'est ça, en fait, donc on m'avait désigné, disons, comme baryton, c'est-à-dire baryton étant la voix moyenne pour un homme, ténor la voix aiguë, basse la voix basse, grave. Et en fait, à force de travail, d'exploration des rôles, du répertoire lyrique, finalement, il y a un prof qui a fini par me dire non, mais en fait, ce serait plutôt ténor, donc on va plutôt monter la tessiture des rôles qu'on va te donner à chanter. D'où cette voix incroyable, même pour vous trois. Hein, la première fois que vous l'entendez chanter, qu'est-ce que vous vous dites? On va se faire un max de pognon. Le concept, apparemment, vous jouez quand même dans des endroits atypiques. L'idée, c'était un peu d'aller jouer dans des endroits qui, au départ, ne s'y prêtent pas et d'aller faire de la musique là où il n'y en a pas nécessairement, quoi. Et donc, d'investir effectivement une usine comme celle-ci ou un garage, un entrepôt, une grange, pour essayer de donner finalement à la musique de Shérif des cocons un peu originaux, quoi. Au départ, c'était moi qui composais tout et qui écrivais tout, mais on se met de plus en plus à arranger à 4. Vous avez un site du groupe, Alors, tout ça? on a un site tout à fait, www.sherif-music en anglais.com ou le Facebook. Shérif, c'est S-H-E-R-I... 2F. 2F. Surtout 2F. Je vous souhaite franchement beaucoup de succès, beaucoup de réussite, et j'espère que vous allez passer sur la radio Shérif FM. Ok. Je sais pas jouer, mais par contre, il est temps d'aller voir Thierry Loeb dans son garage, un garage bien rempli, 42 Solex magnifiquement bichonnés, entreposés, chouchoutés par Thierry Loeb et sa femme, rencontre avec des passionnés des vélomoteurs. C'est là. C'est là. Ah oui, d'accord. Oui, là, c'est un musée, Thierry. Non, en fait, au début, ça a démarré par un Solex, un simple, un 3008 noir. Ça a plu. Bon, avec mon ami, on s'est dit qu'on pourrait rouler tous les deux. Donc, un deuxième. Le deuxième a appelé le troisième. Et après, des amis, tout ci, tout ça, des pièces, des trucs, des machins. Puis après, on s'est vraiment penché sur l'histoire du Solex. Et on s'est dit, il nous faudrait vraiment une pièce de chaque Solex. Le premier Solex, il apparaît quand? Il arrive en 1946 en France. D'accord, donc juste après la guerre. Voilà. Il fallait un véhicule pas cher pour pouvoir circuler, pour aller au boulot, tout ci, tout ça. Puis donc, ils nous ont sorti un modèle sans embrayage, tout simple, avec un cadre de vélo. Et date de la fin de l'exploitation? Après 86. Pourquoi le Solex? Le Solex, c'est un vélo avec un moteur. Donc, il y a un côté pratique, léger. On peut l'emmener un peu partout. Ça fait 28 kilos. Et c'est vrai qu'une fois qu'il n'y a plus d'essence, on peut relever le moteur et ça pédale comme un vélo. On fait une balade ou pas? Oui, c'est possible. Tu prends celui-là? Voilà, avec ça, ça va aller. Métamorphose. Le casque. J'ai beaucoup de cheveux quand même. La bécane. Bon, Thierry, mon frère, tac, point, ding. Salut Camille, bonne Merci. route. Vous l'avez compris, je suis fan de Solex, mais aussi du groupe Shérif. Pour finir en beauté, ils m'ont proposé de les rejoindre dans un endroit atypique, une grange restaurée du XVe siècle. Et bien voilà, on se quitte déjà. Toutes ces personnes créatives et passionnantes qui font la richesse de notre région, vous pouvez les retrouver sur internet, sur france3.fr et sur la page Facebook de l'émission. Moi je vous dis à très vite pour de nouvelles aventures. En attendant, on se quitte en musique avec le groupe Shérif.